Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Les alertes aux crues se multiplient, gonflées par les précipitations importantes et la fonte des neiges. Plusieurs cours d'eau du sud-ouest sont sortis de leur lit. Une dizaine de départements sont en alerte et les pluies ne sont pas prêtes de s'arrêter. Tous les détails dans le tour de l'info. Le réveil de la classe moyenne au Brésil contre la hausse des prix et les dépenses du Mondial 2014. La mobilisation des Brésiliens ne faiblit pas. La présidente Dilma Rousseff s'est déclarée à l'écoute des voix de la rue. Les images à suivre. Son nom est cité dans plusieurs affaires, mais l'ancien président Nicolas Sarkozy pourrait obtenir gain de cause sur le dessaisissement du juge Gentil qui instruit le dossier Bettencourt. La Cour de cassation rendra sa décision jeudi et déjà la droite affirme que l'affaire fait pchit. Invité politique ce soir sur ce sujet et d'autres, le président du groupe UMP au Sénat et maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, tout à l'heure. Et puis c'est reparti pour un tour. Le feuilleton de la réforme des retraites entame une nouvelle saison qui devrait se conclure cet automne par une énième modification de notre système de retraite. Gauche, droite, syndicats, patronat, personne n'est d'accord sur les pistes à privilégier. Mais faut-il vraiment une réforme? Y a-t-il urgence, comme l'affirme une majorité de responsables politiques? C'est le thème de notre grand débat du mardi soir. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie. Ils sont enfin tombés d'accord. Les dirigeants des grandes puissances du G8 ont affiché en Irlande du Nord un front uni pour combattre le fléau de l'évasion fiscale. Alors au cœur de cette lutte, il y a l'échange automatique d'informations. Les explications de Flora Sauvage. À l'heure où toutes les grandes puissances cherchent à faire des économies, les pays du G8 se sont engagés lors d'un sommet en Irlande du Nord à mettre en place l'échange automatique d'informations bancaires. Le but, lutter contre l'évasion fiscale. Chaque année, elle représente une perte de 1 000 milliards d'euros pour l'Europe et jusqu'à 30 milliards de dollars pour l'ensemble de la planète. Les autorités fiscales de par le monde devraient automatiquement partager les informations afin que ceux qui veulent se soustraire aux taxes n'aient aucun endroit où se cacher. Les États-Unis, la Russie, le Japon, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et le Canada veulent s'attaquer aux sociétés d'écran, mais aussi aux trusts qui permettent de dissimuler les bénéficiaires réels des placements offshore. L'optimisation fiscale est aussi remise en cause. Pour éviter que les multinationales comme Google échappent à l'impôt, le G8 promet de créer un modèle commun pour que ces grandes entreprises communiquent aux autorités fiscales les pays où elles réalisent des bénéfices. Mais ce dispositif n'est pas contraignant. Au final, les ONG qui luttent contre l'évasion fiscale n'ont pas eu gain de cause. Il n'y aura pas de registre public ouvert à tous, avec les informations sur les bénéficiaires des sociétés. Voilà, union dans la lutte contre l'évasion fiscale en Irlande du Nord, mais sans surprise, pas d'accord sur la Syrie, sinon un texte à minima appelant à l'organisation dès que possible d'une conférence de paix, mais laissant en suspens toutes les questions clés pour le règlement du conflit. Dans l'actualité, l'explication directe entre François Hollande et José Manuel Barroso au sommet du G8 n'aura pas suffi. Paris ne digère pas les propos virulents et inattendus du président de la Commission européenne sur une France réactionnaire attachée à son exception culturelle. Et le désaccord entre Paris et Bruxelles est confirmé sur Public Sénat. Vous allez le voir par l'un des commissaires européens, c'est le très influent Olli Rehn. On voit tout cela avec Nathalie Guilloire. La France est-elle réactionnaire? La question fait débat et le ton monte entre l'Europe et la France. Aujourd'hui, Olli Rehn, le commissaire européen aux affaires économiques, était au Sénat, entendu par la Commission des finances. Il a tenu à préciser les propos du président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, et laisse planer un doute sur la suite des négociations. La phrase a été sortie du contexte. Comme je l'ai dit, la Commission européenne va travailler dans le cadre défini la semaine dernière au Conseil des affaires étrangères. Les discussions sur la diversité culturelle et l'audiovisuel sont légitimes. Même si François Hollande s'est expliqué au G8 avec José Manuel Barroso, la critique passe mal. Aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est Jean-Marc Ayrault qui a vivement défendu l'exception culturelle française. Il ne s'agit pas d'avoir peur. L'exception culturelle, c'est-à-dire d'affirmer que les biens culturels ne sont pas des marchandises comme les autres,
Ça n'a rien de réactionnaire. Au contraire, c'est le progrès, c'est l'ouverture aux cultures du monde, c'est la défense de la diversité culturelle. Ça s'impose à tous, aux membres de la Commission, comme au président de la Commission européenne lui-même. Un discours visiblement pas entendu par Bruxelles, car la Commission européenne affirme aujourd'hui que l'accord conclu entre les États membres de l'Union européenne pour exclure l'audiovisuel du champ des négociations commerciales avec les États-Unis n'est toujours pas définitif. Plus de 20 milliards d'euros de commandes enregistrées dès le premier jour au salon du Bourget. Airbus confirme ainsi sa vitalité économique et son avance sur Boeing. Et ce salon du Bourget nous permet ce soir d'évoquer les relations entre le secteur de l'aéronautique et la région toulousaine. Et c'est Je t'aime, moi aussi, la ville rose s'affirme plus que jamais comme la capitale européenne de l'aéronautique. Et cette histoire d'amour n'est pas prête de s'arrêter. On voit tout cela avec Sandra Cerquera. Regarde-moi, qu'est-ce qui se passe là? Sabrina fabrique la partie basse d'un A320. Elle est en apprentissage pour devenir intégrateur cabine. Après des mois de galère, elle a décidé de se réorienter dans l'aéronautique, car en cette période de chômage de masse, c'est le seul secteur qui recrute. 8000 postes créés l'an dernier. J'ai toujours trouvé des petites missions, mais je cherchais absolument à avoir un CDI et être posée pour avoir des projets plus tard. Et j'arrivais pas à trouver ça, donc j'arrivais pas à trouver un idéal professionnel. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis orientée là-dedans, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités d'emploi. L'aéronautique, un îlot de croissance dans une France en crise, qui permet des embauches, mais aussi des exportations. La commande record de 234 A320, décrochée en mars dernier par Airbus, est une véritable aubaine pour les demandeurs d'emploi de la région toulousaine. Ils sont 50 comme Sabrina, à suivre une formation créée sur mesure pour répondre aux besoins des industriels. On va faire des cadences de 11 avions par mois, il va falloir les construire, il va falloir aussi mettre la cabine dedans. Donc les sous-traitants et Airbus ont besoin de monde. Forte de ce dynamisme économique, la région attire. Sa capitale, Toulouse, est la ville française qui gagne le plus d'habitants, 150 000 nouveaux arrivants ces dernières années, ce qui pourrait finir par poser des problèmes d'infrastructure. Son nom est cité dans plusieurs affaires, mais l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, pourrait obtenir gain de cause sur le dessaisissement du juge Gentil qui instruit le dossier Bettencourt. Cette demande, qui émane de l'ex-chef de l'État et des autres mis en examen, est intervenue après les révélations des liens entre le juge et l'un des experts médicaux qui avait conclu à l'état de démence sénile de Liliane Bettencourt. La Cour de cassation rendra sa décision jeudi et déjà la droite affirme que l'affaire fait pchit. On parle de ce sujet et d'autres avec notre invité politique. C'est tout de suite. Invité politique du 22h, c'est le sénateur maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin. Bonsoir et bienvenue à vous. Nous allons parler ensemble de votre ville, Marseille, de son image, avec notamment le succès médiatique et touristique de capitale européenne de la culture. Nous évoquerons aussi vos envies et votre appétit, dit-on, retrouvé pour un 4e mandat à la tête de la cité phocéenne. Mais d'abord, Jean-Claude Gaudin, l'actualité, c'est, depuis quelques jours, le nom de Nicolas Sarkozy qui revient dans de nombreuses affaires. L'affaire Guéant, l'affaire Tapie, Crédit Lyonnais, que dites-vous? Est-ce que c'est la justice qui enquête et qui fait son travail? Ou comme le pense Jean-Pierre Raffarin, c'est une chasse à l'ancien président? On sait sûrement pas pour lui faire plaisir que l'on débite ou que l'on écrive tout ce que l'on lit ou tout ce que l'on entend. Il est clair qu'il y a une affaire en justice, c'est celle, soi-disant, de l'affaire dite de Madame Bettencourt. Bon, et je crois que dans ce domaine-là, il a des arguments assez sérieux, enfin. Si ce juge qui a désigné l'experte pour vérifier l'état de santé de Madame Bettencourt était à ce point lié avec d'autres membres de la famille du juge, quand même, ça provoque des interrogations. C'est celle-là l'affaire. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. Le reste, Monsieur Guéant, Monsieur Guéant doit répondre de la manière dont il a géré le ministère de l'Intérieur, ou même quand il était secrétaire général à l'Élysée, ça le concerne lui. Voilà. Et l'affaire Tapie, quand même,
Alors cette affaire, ça me surprend aussi parce que les hommes qui ont fait cela, sous l'autorité de Madame Lagarde, mais ces gens-là, enfin, ils connaissent parfaitement les règles, les lois de notre pays, ils auraient été à ce point imprudents. Ça me surprend aussi. Bon, ça permet effectivement d'effacer ou d'éloigner des turbitudes à laquelle le Parti socialiste a l'habitude. Mais dans toutes ces affaires, l'ancien président que l'on connaît, que vous connaissez, volontiers interventionniste, pouvait-il vraiment ignorer ce qui se passait sous son autorité et dans les bureaux et les couloirs de l'Élysée même? Vous savez, il est clair que beaucoup de choses se font. Dans ce domaine-là, il y avait des responsables, il y a des gens qui ont été désignés pour faire cette transaction financière qui était, paraît-il, dans la légalité. Pour l'instant, nous n'en savons pas plus. Je suis surpris que l'on mette en examen des personnalités aussi marquantes comme cet ancien président de tribunal. Et qu'est-ce que vous voulez me dire? Bien sûr qu'il y a des réunions. Vous croyez qu'il n'y en a pas des réunions aujourd'hui à l'Élysée, qu'il n'y en a pas à Matignon, qu'il n'y en a pas dans les ministères? Bon, il y aurait d'un côté ceux qui seraient justement voués à comparaître devant les tribunaux et les autres pas. Allez, arrêtons cela parce que c'est ça qui fait monter le Front National. Cela. Qui doit arrêter? Qui orchestrerait cette chasse? Je n'en sais strictement rien, mais je crois que Jean-Pierre Raffarin a eu la bonne définition. Qui dit ennui judiciaire, probable pour Nicolas Sarkozy, dit pas d'avenir politique. Est-ce que ces menaces judiciaires pourraient compromettre, oui, vous vous attendez à la question, à son retour en 2017? Vous savez, dans la vie politique, enfin, je commence à être ancien dans l'exercice de cette vie politique. Prévoir les choses tant à l'avance, ça n'est pas une bonne position. Car jamais les choses se passent comme on les a prévues. Une campagne électorale présidentielle, ça se dessine quelques mois avant. Sur des événements, sur une circonstance, sur des alliances, etc. Prévoir aujourd'hui qui sera le futur président de la République... Mais rien ne l'empêchera de revenir, c'est ce que vous nous dites quand même ce soir. S'il en a envie, il pourra revenir. Vous savez bien qu'il a les qualités nécessaires pour faire cela. Mais enfin, à partir du moment où il a accepté lui aussi que dans son camp, il y ait des primaires, il faudra qu'il s'attende à avoir d'autres concurrents sur sa route. Ah, donc il faut qu'il y ait une primaire. Il ne s'impose pas naturellement. Il y aura une primaire, je crois que lui-même l'avait dit à plusieurs reprises dans nos congrès, et qu'il était prêt à s'y soumettre aussi, comme les autres. En tous les cas, pour l'avenir de Bernard Tapie, si jamais il avait la tentation de Marseille, ça semble bien compromis. Vous savez, avec Bernard Tapie, c'est une longue histoire avec moi, puisque déjà nous nous sommes affrontés en 1992, à l'occasion des élections régionales. Et vous étiez devant, vous le rappelez souvent. Oui, je le rappelle souvent, parce qu'après tout, je ne vois pas pourquoi je me diminuerais moi-même. Il est clair qu'il y avait 17 listes, je suis arrivé premier à Marseille. Sur les 17 listes, j'étais devant Mais ça, c'était avant. Il vous aurait inquiété aujourd'hui comme candidat face à vous aux élections municipales à Marseille? Non, je ne crois pas. Je crois qu'à une époque, effectivement, M. Tapie avait le soutien parce qu'il y avait eu le succès de l'OM, parce qu'il a été président de l'OM, etc. Je vous rappellerai que moi aussi, quand il est parti, c'est moi qui suis devenu président de l'OM. Mais moi, on en a beaucoup moins parlé, mais ma gestion n'a jamais été attaquée par la justice. Et peut-être qu'on va en parler davantage aujourd'hui, puisque Jean-Claude Gaudin, rien ni personne ne semble vous empêcher de vous représenter. Ma foi, j'ai eu comme adversaire, vous le disiez, Tapie, Gaston Defferre, Le Pen. Alors effectivement, ce n'est pas les nouveaux venus sur la scène politique qui m'inquiètent beaucoup. Vous êtes candidat donc? Je serai candidat le moment venu, et je le dirai le moment venu, parce que, effectivement, j'ai droit, me semble-t-il, ayant entraîné avec moi toutes celles et tous ceux qui ont des mandats politiques importants à droite aujourd'hui. Alors je sais bien que dans la vie politique, l'ingratitude est la règle, mais peu importe, est-ce que les Marseillais me veulent ou me veulent pas? C'est ça que je suis en train de vérifier. Prenons les choses à l'envers. Selon vous, qui s'impose aujourd'hui dans la politique locale à Marseille? Qui a la notoriété, qui a la carrure, qui a l'envergure, qui a l'expérience à droite pour continuer à métamorphoser cette ville? Mais ils sont quantité à le vouloir. Non, ça c'est de la langue de bois. Voilà.
Voilà, selon mais vous. pas du tout, mais ils sont quantités à le vouloir. Ma foi, M. Tian dit, si Gaudin ne se présente pas, je suis député depuis longtemps, j'ai été élu local, je serai candidat. M. Tessier, qui voisine avec moi sur l'âge, et nous avons fait beaucoup de politique ensemble. Monsieur Tessier parle de la fin d'un cycle d'une ère Gaudin. Eh bien, ma foi, la fin d'un cycle de l'ère Gaudin, il y a participé, il y a même été très heureux, et il a même eu beaucoup d'avantages, puisque notamment il préside un établissement public qui s'appelle Euroméditerranée, et c'est moi qui ai voulu qu'il soit le président. L'ingratitude, mais que leur dites-vous? Non, je pense plutôt à Mme Boyer dans l'ingratitude. Mme Boyer, quand elle a besoin de moi, elle me met sur des affiches jaunes canaries, Gaudin avec Boyer. Après, elle oublie, mais comme elle vient de faire un passage au Vatican, peut-être sera-t-elle tentée par un peu plus de modestie et de gentillesse et de fraternité. Salut, mais dites-moi... Allez, Seigneur, prends pitié. Que dites-vous à tous ces hommes et ces femmes, à droite et à gauche, qui piaffent d'impatience, qui espèrent que le lion est fatigué et qui va se retirer? Ils parient sur votre usure et ils mettent en avant un bilan contrasté sur l'insécurité, disent-ils. Le bilan, si vous voulez, on en parlera, mais on n'est jamais élu sur un bilan, même lorsqu'il est bon. Si je veux être candidat, je suis maire sortant, comme vous dites, depuis 18 ans. Et dans mon parti, qui s'appelle l'UMP, parti que j'ai contribué d'ailleurs à créer avec Jacques Chirac, avec Alain Juppé, j'ai droit à l'investiture. Donc si je voulais couper court à tout, je dirais je suis candidat. Eh bien dites-le. Mais non, parce que comme j'ai fait déjà 3 mandats, et que ça c'est assez exceptionnel à Marseille, qu'un homme de la droite républicaine et du centre ait pu faire 3 mandats. Je m'interroge quand même sur l'avenir, je veux vérifier un certain nombre de choses, je veux savoir si je suis capable d'entraîner mes amis. Mais ceux qui, aujourd'hui, cela provoque effectivement une appétence, comme on dit aujourd'hui, de telle ou telle personne, qui dit je remplacerai volontiers Gaudin. Vous attendez un sondage pour savoir si vous allez présenter, c'est-à-dire que si on suit votre raisonnement, François Hollande, qui était appelé Monsieur 3%, ne serait jamais présenté donc président. Et M. Chirac, dans son temps aussi. Non, c'est pas ça. J'entends vouloir vérifier par les moyens modernes que nous avons aujourd'hui. Les sondages. Si les sondages, entre autres, mais qui n'y fait pas attention aux sondages? Vous croyez qu'en ce moment, le président de la République, il n'est pas content parce qu'il remonte? Ou M. Hérault, bien entendu. Donc tous les hommes ou les femmes qui font de la politique sont attentifs à cela. Moi, je veux savoir si l'ensemble des Marseillaises et des Marseillais considèrent que je suis toujours le meilleur pour conduire mon camp. Et je crois qu'ils vont le dire. Voilà. Et donc, à ce moment-là, je vous donnerai ma réponse. Mais vous n'avez pas peur d'y aller? On ne peut pas le croire, peur de perdre face aux socialistes, parce que le dernier sondage, nous en avons un commandé par le PS, vous donnerez battu au second tour par Marie-Arlette Carlotti ou Samia Ghali. Il me donnerait battu dans certaines conditions, et on n'ajoute pas dans ces explications, avec quasiment 19% de voix pour le Front National. Je mets au défi mes petits camarades de la droite, avec 19% d'évaluation du Front National, comment ils feraient eux pour gagner? Le Front National en embuscade, avec un risque de nombreuses triangulaires. Ceux qui ambitionnent de me remplacer, ils ont aussi le Front National. C'est pas une différence d'âge, elle n'est pas considérable. Quant aux autres, ils sont même pas dans les starting blocks. Vous êtes déjà dans le combat, on le voit, mais au fond, celui ou celle qui peut gagner Marseille, est-ce que ce n'est pas celui ou celle, vous serez d'accord avec moi, Jean-Claude Gaudin, qui aime Marseille, qui aime cette ville, qui lui a tout donné, son cœur, ses tripes? Oui. Je crois l'avoir prouvé. J'ai quand même été une fois ministre, alors que Chirac me l'avait proposé déjà en 86. J'avais dit non. Puis en 95, j'ai accepté. Pourquoi? Parce que justement, à droite, il y avait quelques amis, entre guillemets, qui disaient « Oh, mais il ne sera pas ministre, regardez-le, il est trop agnolesque, il n'est pas assez bon. » Ben moi, j'ai été ministre, et ceux qui prétendent me remplacer ne l'ont jamais été. Et vous l'êtes resté pagnolesque. D'ailleurs, vous aimez tellement votre ville que vous dénoncez ce qu'on appelle un Marseille-bashing dans les médias. Oui. Eh ben justement. On inventerait l'effet divers à Marseille. Si vous l'avez pas vu, c'est vraiment parce que vous voulez pas le voir. Bien sûr qu'il y a à Marseille des règlements de compte, hélas, trop nombreux, entre voyous sur fond de drogue. Et ça, inévitablement, ça ouvre le journal de 20 h. Mais quand des médecins marseillais séparent 2 enfants siamois qui réussissent l'opération, quand les mêmes médecins refont l'œsophage d'un patient sans ouvrir par endoscopie, quand on est les meilleurs dans la recherche
pour trouver un vaccin sur le sida, quand on est les meilleurs dans la recherche médicale, scientifique, avec le professeur Raoul ou d'autres, jamais cela sera dit au journal de 20h. Mais s'il y a un mort, même à 50 km, on l'attribuera à Marseille. Comment voulez-vous que ça me fasse plaisir? Et si d'ailleurs, le 12 janvier, le soir où on a inauguré, justement, Marseille-Provence, capitale de la culture, vous avez eu 400 000 personnes rassemblées sur le port. C'était la façon des Marseillaises et des Marseillais de dire à certains médias de Paris, faites donc un peu attention à la façon dont vous traitez la deuxième ville de France. C'est une ville où on travaille, c'est une ville laborieuse, c'est une ville où on fait reculer le chômage, etc. Mais ça, on n'en parle pas. On couvert ce beau succès touristique médiatique les 20h et le 22h Public Sénat avec d'ailleurs une édition spéciale toute la journée. Alors, non, mais ces jours-ci, ça s'est un peu amélioré. Autre sujet, oui. Parlons du Sénat et du projet de loi de réforme du mode de scrutin sénatorial. Il n'y a pas de surprise. Si le parti au pouvoir y touche, automatiquement le parti de l'opposition hurle au tripatouillage. Ben, c'est votre cas. Ben oui, parce qu'effectivement, nous avions trouvé, la droite républicaine et le centre, nous semble-t-il, un point d'équilibre. Jadis, la proportionnelle se faisait à partir de 5 sièges. Puis, les socialistes l'ont ramené à 3 sièges. Nous, quand nous sommes revenus au pouvoir, nous aurions pu rétablir à 5 sièges. Nous ne l'avons pas fait. Nous avons pensé que 4 sièges étaient une position médiane qui devrait nous convenir. En fait, qu'est-ce qu'ils font, les socialistes? D'abord, ça aussi, comme ils ont la complicité des médias, personne ne parle jamais de tous les tripatouillages électoraux. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se donnent 10 sièges d'avance pour l'année prochaine. Les socialistes ont-ils vraiment besoin de ça pour garder le Sénat? On dirait que c'est bien parti. Je crois qu'en ce moment, ils ont besoin de tout, hein. Même à Villeneuve-sur-Lot. Vous pensez que le Sénat de gauche va rester justement aux socialistes, le Sénat? Je pense qu'ils se donnent les moyens, justement, de se conforter d'une manière assez nette, précise. Voilà, ma foi, et comme ça passe bien, comme personne ne dit rien sauf nous, il est clair qu'ils se donnent un avantage pour septembre 2014. Dernière question à la fois sur le Sénat et Marseille. La loi sur le cumul des mandats étant prévue pour 2017, ce n'est qu'à cette date-là que vous auriez choisir entre vos deux amours, Marseille et le Sénat. Oui, c'est clair, mais je vais vous dire une chose sur laquelle je n'ai pas varié. Je suis favorable à 2 mandats. Un mandat national et un mandat local, fût-il un exécutif. Moi, ma carrière, elle est faite. À Marseille, je ne m'intéresse qu'à Marseille. Je ne m'intéresse pas de savoir... Voilà. J'ai donc la réponse. Vous serez vous avez candidat, déjà, vous intéressez à Marseille. En partie la réponse, mais vous me laisserez le temps justement de prendre ma décision en 2017. Je vous laisserai cette élégance. Merci beaucoup, Jean-Claude Gaudin, d'avoir été notre invité. Merci à vous. Avec plaisir. Et voilà pour cet entretien qui a été réalisé juste avant le journal. La suite du 22h et dans un instant, nous allons nous intéresser au feuilleton parce que c'en est un des retraites. Le sujet sera au cœur de la conférence sociale qui s'ouvre ce jeudi. Et en attendant, gauche, droite, syndicats, patronat, personne n'est d'accord sur les pistes à privilégier. Mais faut-il vraiment une réforme? Et si oui, peut-on demander davantage aux retraités? On en parle dans un instant avec nos invités. Mais d'abord, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, regardez, c'est le tour de l'info. Il est signé Cécile Sixou. Alerte rouge dans 2 départements des Pyrénées après la crue d'ampleur du Gave de Pau. La rivière est à un niveau extrêmement élevé après la fonte des neiges. Plus de 950 habitants ont dû être évacués, comme cette femme d'un village de Haute-Garonne qui, à 96 ans, ne s'attendait pas à être élitreillée. On verra les dégâts après, parce que ça doit en avoir là. Il y a beaucoup d'eau. Hein. Les crues ont également touché les sanctuaires de Lourdes. La ville, très touristique, a également dû être évacuée. Demain, de forts risques d'inondation sont encore à prévoir dans tout le sud-ouest. Mauvaise nouvelle pour les 5 millions de fonctionnaires. Cette année encore, leurs salaires ne seront pas revalorisés. Il y a beaucoup de négociations en cours avec la fonction publique, mais pour l'instant, dans la préparation du budget 2014, nous n'avons pas pris le choix de dégeler, comme on pourrait dire, le point d'indice. Bloqués depuis 2010, les salaires seront encore gelés tant que la croissance est en berne, selon la ministre. De quoi refroidir le climat à la veille de la seconde conférence sociale. Les syndicats jugent inacceptable cette annonce.
Ils en ont ras-le-bol. 3500 surveillants de prison de plus de 150 établissements ont manifesté aujourd'hui contre la dégradation de leurs conditions de travail et une politique carcérale en déroute selon eux. Mais Christiane Taubira, la ministre de la Justice, s'en défend. Les personnels pénitentiaires, je les reçois depuis un an, je travaille avec eux pour ceux qui veulent venir. Il y a des organisations syndicales qui choisissent de ne pas venir aux réunions que je leur propose à la chancellerie et de déclarer à la presse qu'il n'y a pas de consultation. Début juin, la garde des Sceaux a annoncé un plan de 33 millions d'euros pour renforcer la sécurité dans les prisons. Vagues humaines dans les rues de Rio, magasins et banques saccagés. Au Brésil, il aura suffi d'une étincelle, l'augmentation du prix du ticket de métro pour enflammer la population et provoquer de violentes émeutes. Un an avant le mondial de football, cette hausse des prix est mal vécue car le gouvernement engage des dépenses somptuaires, 15 milliards de dollars, pour construire des stades dans le pays. La présidente brésilienne Dilma Rousseff s'est dite à l'écoute des voix de la rue. Dans l'œil de Willem de Libération, le nouveau président iranien Hassan Rouhani, un président certes d'ouverture, mais un président qui reste sous tutelle du guide suprême, seul véritable détenteur des pouvoirs en Iran. Le grand débat du mardi soir et nous allons tenter de répondre ce soir à deux questions précises. La réforme des retraites est-elle vraiment nécessaire, urgente, comme le répètent de nombreux responsables politiques et économistes? Et puis, doit-on mettre à contribution les retraités? Ils sont près de 15 millions aujourd'hui en France et beaucoup s'inquiètent d'une précarisation de leur situation. L'intervention de François Hollande à la télévision ne les a pas franchement rassurés. On en parle avec nos invités ce soir. Anne Lavigne, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Vous êtes économiste et auteur de ce livre « Économie des retraites » aux éditions La Découverte. Avec nous également Serge Guérin, bonsoir. Mes hommages du soir. Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue et auteur de l'ouvrage « La nouvelle société des seniors ». Avec nous également notre chroniqueur économique, Jean-Louis Gombeau. Bonsoir Jean-Louis. Et Henri Sterdignac, bonsoir. Bienvenue, directeur du département économie de la mondialisation de l'OFCE. Alors, le chiffre plane sur nos têtes comme une épée de Damoclès. 20 milliards d'euros d'ici à 2020, c'est le déficit pour notre système de retraite. Et donc, on ne peut plus attendre, comme l'affirme le gouvernement. Henri Sterdignac, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est le cas? C'est pas vraiment le cas. D'abord, il faut bien voir que 20 milliards de déficit à horizon à 2020, ce n'est qu'1% du PIB. Même dans le rapport du corps, on dit si effectivement tout se passe bien, on pourra récupérer l'argent des cotisations chômage. Donc, il n'y a pas de grand problème à moyen terme. Le problème qu'on a, c'est qu'on a actuellement un déficit public de 4,5% du PIB l'année dernière. On s'est engagé à le réduire rapidement, à passer à l'équilibre des finances publiques en 2017, ce qui veut dire que globalement, il nous faut trouver 70 milliards de réduction des dépenses publiques. C'est l'engagement du gouvernement. 70 milliards des dépenses publiques. Les retraites, ça représente actuellement le quart des dépenses publiques. Donc, naturellement, la logique, c'est il faut faire porter l'effort aussi sur les retraites. Le problème, c'est si on diminue les retraites, les retraités vont consommer moins. Et le risque, c'est la spirale de la récession. Anne Lavigne, vous entendez aussi ce discours? Il vous paraît cohérent, logique aujourd'hui? Je suis en partie d'accord avec Henri Sterdignac pour distinguer différents horizons. Il y a un horizon de très court terme où là, il ne me semble pas utile de faire quoi que ce soit juste en ce moment parce qu'on est effectivement dans une période de crise économique. Donc il n'y a pas de rentrée de cotisation, il y a des dépenses nécessaires et donc on ne peut pas les couper. Il y a un horizon qui, moi, me paraît de moyen terme, qui quand même consiste à passer la bosse démographique du baby-boom. C'est quelque chose qu'on n'a pas anticipé dans les années 70-80 et qu'il faut gérer. Et puis, il y a l'après-baby-boom, où là, on se projette plutôt à 2050-2060. Et là, pour le coup, peut-être faudrait-il commencer à préparer une réforme aujourd'hui dont les effets seraient visibles à l'horizon 2050-2060. Serge Guérin, oui, cette bosse démographique du baby-boom, il faut l'enjamber?
Alors, c'est vrai qu'on a une situation quand même très particulière en France. Souvent, on se dit ça va pas bien en France. Il ne faut pas oublier que, par exemple, en termes démographiques, on est un pays qui est... C'est un sujet de grande satisfaction. Et le pays de la vieille Europe, on pourrait dire le vieux continent, est devenu le continent des vieux, en quelque sorte. Et bien, dans ce continent des vieux, c'est la France qui a la démographie la plus équilibrée. Depuis 1997, il y a un mini baby-boom. Et du coup, d'ailleurs, ça pose aussi des problèmes. Par exemple, tous les ans, il y a de plus en plus de personnes qui viennent sur le marché du travail, des jeunes. Et donc, c'est vrai que la question ancien-jeune se pose. Mais du coup, ça nous équilibre aussi mieux. Et d'ici à 2050-2060, en effet, ça rééquilibrera les choses. C'est-à-dire qu'on a aussi plein de jeunes gens et de jeunes filles qui vont contribuer à financer les retraites de demain. Donc ça, c'est important. Mais Jean-Luc Moubeau, est-ce qu'on peut dire en réalité qu'il n'y a pas de bon moment pour cette réforme des retraites? N'attendons pas d'avoir la lame du couteau sur la gorge. Non, on attend parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de réforme dans le rapport Moreau. On ne peut pas parler de réforme. Mais attendez les décisions. Vous êtes pessimiste avant l'heure, non? Vous n'êtes pas pessimiste avant l'heure? Non, pas du tout. Il n'y a pas. D'ailleurs, je dirais ce qui avait été demandé à Madame Moreau n'était pas rédigez-moi une réforme des retraites. Monsieur Woerth n'a pas fait de réforme de retraite. Il a fait un ajustement sur l'âge de départ, mais on ne peut pas parler de réforme. C'est un ajustement statistique. Qui a fait descendre des millions de gens dans la rue, pourtant. Oui, malheureux ou bien heureux, selon le point de vue que vous pouvez avoir sur l'âge de départ. Mais on ne peut pas parler de réforme. Et donc, ce qui avait été demandé à Mme Moreau sur son document, c'était « Donnez-moi un système qui me permette de tenir jusqu'en 2017-2020 et s'il vous plaît dites-moi ce que je peux faire pour organiser la cessation d'activité jusqu'en 2035. On n'a jamais demandé à Mme Moreau de nous faire une réforme des retraites. Non, et elle a répondu. Et ensuite, sur l'urgence, Sterniak nous disait tout à l'heure les 20 milliards. En réalité, le gouvernement dit je n'ai besoin que de 7 milliards d'euros. Il y a 7 milliards, c'est ça qui nous a été... Non, c'est ce qui nous est dit. Henri Sterdignac, c'est le cas, oui? Il y a une fourchette quand même, une différence. Il y a une fourchette, c'est-à-dire qu'effectivement, on a des besoins de 20 milliards et le rapport Moreau minimise le problème en disant je vais trouver 7 milliards. Effectivement, il y a un petit problème parce qu'on laisse les 13 milliards à la charge de l'État. Voilà, donc c'est effectivement une version minimaliste du problème. Mais d'un autre côté, je le répète, si tout se passe bien, il y aura de la croissance et après tout, les 13 milliards, on les aura peut-être par la croissance. Le rapport est un peu hypocrite, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, oui, effectivement, on va trouver les 20 milliards rapidement. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que cette conférence sociale qui s'ouvre jeudi se passe quand même dans un climat très différent de la première? C'est beaucoup plus tendu. La réforme des retraites, c'est la mère de toutes les réformes. C'est l'Himalaya pour tous les gouvernements. Et qu'il faut quand même, Anne Lavigne, beaucoup de doigté pour à la fois une réforme ambitieuse et compliquée, mais sans mettre des millions de gens dans la rue. Oui, ça doit être très compliqué à gérer politiquement. Simplement, l'idée, enfin, moi je pense que le cahier des charges de Mme Moreau aurait pu être de mettre sur la table tout l'éventail des possibles, y compris pour écarter un certain nombre de pistes qu'on ne souhaite pas, soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons de gestion des systèmes à long terme, parce que des pays comme la Suède ont fait des réformes qui sont très ambitieuses, mais le timing, le calendrier des réformes est très compliqué. De basculer d'un mécanisme à un autre est toujours très compliqué. Donc ça, effectivement, c'est compliqué à faire. Simplement, entre faire une réforme ambitieuse une fois pour toutes et faire des ajustements une fois tous les 3 ans, où finalement personne ne sait précisément les Français savent qu'on vit une âge. réforme permanente des retraites. Personne, aucune génération, en tout cas celles qui sont suffisamment loin de la retraite, ne sait précisément à quel âge elle partira et quelle est la durée des cotisations qu'elle devra payer, sans parler de la pension qu'elle recevra. Alors Serge Guérin, vous avez tout à l'heure parlé des anciens et des jeunes. Il y a de l'inquiétude à la fois chez les retraités et aussi sur ceux qui vont rentrer dans le marché du travail. Et je vous propose de regarder justement ce reportage. Notre journaliste Mathilde Bélanger qui est allée à la rencontre d'une jeune retraitée qui se prépare à voir partir du nid familial son fils. Alors son fils, il a 28 ans, il met un peu de temps à partir, je vous l'accorde. Ce dernier, toujours étudiant en master d'informatique, cherche en vain, et là c'est moins marrant évidemment, du travail et se pose cette question: arriverai-je un jour à l'âge de la retraite? Regardez.
Depuis quelques mois, Sylvie goûte aux joies de la retraite. À 61 ans, cette ancienne sociologue est partie sans regret. De son premier petit boulot à 16 ans à son dernier poste de professeur en région parisienne, elle estime avoir bien mérité un peu de repos. J'avais eu le projet à un moment de partir encore un an plus tard, à 62 ans. Mais j'ai pas tenu. Non, vraiment, ça faisait bien 5 ans que j'attendais, quoi. Bon, moi, je trouve que j'ai eu de la chance d'avoir un métier très intéressant. J'ai fait des choses passionnantes dans ma vie. Mais voilà, j'ai envie de passer à autre chose maintenant. Sylvie a élevé un fils, Nathan, et aujourd'hui c'est pour tous les deux un grand jour. Tu le veux comme ça dans la boîte avec de la vanille ou tu le veux comme ça? À 28 ans, Nathan quitte enfin le domicile familial. Le jeune homme fait un master d'informatique, des études à rallonge après une erreur d'orientation. Aujourd'hui, à part quelques petits boulots comme auto-entrepreneur, il n'a encore jamais vraiment travaillé. Je cherche un stage depuis un moment et même avec aucune demande en ce qui concerne le paiement, c'est très difficile de trouver. Lorsque j'étais plus jeune, au collège, lycée, etc., j'imaginais pas qu'à 25 ans je sois incapable de trouver un travail, de rentrer, etc. Alors même si la retraite ce n'est pas pour demain, Nathan y pense régulièrement. Pour cotiser suffisamment, il sait déjà qu'il devra dépasser nettement les 62 ans et bien plus si la réforme allonge comme c'est annoncé la durée légale de cotisation à 44 ans. 44 ans à partir du moment où je commencerai à travailler, ça va faire 73 ans. J'ai pas mal de membres de ma famille qui sont morts à 68 et 70 et des poussières. Devoir continuer à travailler à ces âges-là, c'est pas envisageable. Bon, moi je trouve ça profondément injuste. D'abord, on est dans une période où il y a beaucoup de chômage. Donc les gens ont des parcours de carrière de plus en plus en forme de gruyère. Donc ça va encore pénaliser plus les gens qui ont des problèmes d'emploi. J'ai l'impression qu'on a raté l'âge d'or des retraites qui fonctionnaient avec l'ancien système. Pour se rassurer, Nathan se dit que d'ici à sa retraite, le système aura sans doute encore changé. À Paris, 28% des jeunes qui entrent dans la vie active ont entre 27 et 30 ans. Voilà pour ce reportage de Mathilde Bélanger. Alors, Serge Guérin, votre analyse, votre regard sur cette double situation. Oui, c'est ça, c'est que pour les jeunes, d'ailleurs on le voit très bien, hein, toutes les études et les enquêtes aussi qu'on peut mener montrent que les gens ont totalement intégré le fait que globalement ils n'auront pas une bonne retraite. Même à peu près un tiers des jeunes se disent « mais je n'aurai pas de retraite et je vais devoir travailler très longtemps, ainsi de suite ». Ce qui pose un vrai problème parce qu'à force d'être persuadé de ne pas avoir de retraite, on finira par pas du tout avoir envie de cotiser. Donc il y a un vrai sujet de solidarité intergénérationnelle. Et pour les plus âgés, ceux autour de la cinquantaine, il commence à y avoir une inquiétude assez étonnante. Il y a une étude qui a été faite sur l'ensemble du monde et très étonnamment, les pays dits pauvres, enfin les pays émergents qui sont de moins en moins pauvres, les gens se disent « quand je serai à la retraite, j'ai peur de ne pas avoir assez de temps pour moi ». Et dans nos pays dits riches, les gens disent quand je serai à la retraite, j'ai peur de ne pas avoir assez d'argent pour ma santé, pour me nourrir et pour mon chauffage. Ce qui fait qu'on a totalement intégré une sorte de dramatisation peut-être à outrance de cette relation-là. Donc ça c'est déjà le premier aspect des choses. Et le deuxième, en effet, c'est qu'on parle de retraite au moment même, peut-être au pire des moments. C'est-à-dire dans une période de crise où de toute façon il n'y a pas assez d'emploi pour tout le monde. Donc on a amélioré d'ailleurs l'emploi des seniors d'une façon globale, même s'il y a de plus en plus de seniors aussi au chômage. Mais du coup, un des effets, c'est qu'on a augmenté encore le taux de chômage des plus jeunes. Oui, Henri Sterdyniak, c'est assez incroyable, mais c'est la réalité. Ce jeune garçon, déjà à 28 ans, Nathan, qui s'inquiète déjà de la retraite après. Il n'est pas encore entré sur le marché du travail. Oui, disons qu'il a tort, c'est-à-dire, mais d'un autre côté, on peut dire tout le monde a tort, c'est-à-dire qu'on fait croire que le grand problème aujourd'hui, c'est la réforme des retraites, alors que ce n'est pas le grand problème de la France. La France actuellement a deux grands problèmes. Un, comment sortir de la récession? Comment avoir une politique de croissance en Europe, dans la zone euro? C'est notre problème essentiel. Et on a un second problème qui est notre place dans la division du travail, quelle industrie demain, comment on prépare la transition écologique. Ça, ce sont des problèmes sérieux, préoccupants. La question des retraites, c'est un sous-produit de la question de l'emploi. Si on avait les 5% d'emplois qui nous manquent, on n'aurait pas de question de problème de retraite. Et le problème de ce jeune, ce n'est pas une question de retraite, on le voit très bien. C'est une question d'emploi. Bien sûr. Et donc, il faudrait un peu moins parler des retraites et un peu plus parler de la croissance et puis surtout de l'emploi, de notre politique industrielle. Oui. Et là, on va perdre son temps sur la question des retraites. Alors, perdre son temps, Jean-Luc Gombault. Je voudrais qu'on revienne alors cette fois-ci sur le cas de la maman de Nathan. Alors, c'est pas son cas parce qu'elle vit apparemment relativement bien sa retraite, mais ils sont de plus en plus nombreux, ces retraités, à reprendre le chemin du travail. Selon l'INSEE, 7% des retraités sexagénaires ont travaillé en 2012. C'est 2 fois plus qu'il y a 5 ans et ils travaillent, je le précise évidemment,
par nécessité pour payer les factures EDF, du gaz, etc. etc. C'est une réalité, ça. Oui, ils sont 500 000, je crois, en nombre absolu de retraités qui ont repris du travail, ce qui a été facilité d'ailleurs par les dernières réformes des retraites, parce que les retraites sont faibles. Alors ce qui est intéressant aussi dans ce reportage, c'est que cette femme, je ne sais pas quel est son niveau de retraite, mais les retraités font vivre les jeunes. C'est-à-dire, au moment où on parle, vous disiez tout à l'heure, la deuxième partie de notre conversation, sur faut faire payer les retraités, le problème c'est que les retraités payent aussi pour les jeunes. C'est-à-dire qu'on a un double système, on a un système de solidarité nationale par la retraite par répartition, et on a un système de solidarité interfamiliale. À peu près 45% des retraités aident leurs enfants. C'est eux qui aident à l'achat du premier logement, qui prennent en charge les enfants pendant les vacances, qui leur offrent le cheval, l'escrime ou je ne sais quel autre club. Si vous allez par exemple dans le Nord-Pas-de-Calais où le taux de chômage est très fort, il y a beaucoup de RSA, s'il n'y a pas la retraite à peu près encore confortable des vieux, ces gens-là ont des véritables difficultés. Il y a cet aspect, vous l'avez dit, faible retraite et modeste retraite, et pourtant, Anne Lavigne, vous dites c'est pas scandaleux de taxer les retraités, de leur demander encore davantage, encore plus. Alors, c'est un raccourci qui m'a été prêté, il n'est pas scandaleux de taxer les journaliste, décidément. C'est journaliste, c'est... Notamment dans le rapport Moreau, il y a des préconisations qui relèvent de la politique fiscale. Et finalement, ce qui relève vraiment du pilotage du système de retraite, c'est-à-dire notamment la désindexation des pensions sur les prix, ça fait partie du système de retraite. En revanche, les mesures qui sont envisagées sur l'alignement de la CSG, notamment pour les catégories de retraités aisés, c'est ça que je ne trouve pas scandaleux. C'est une question de justice fiscale, c'est à niveau de vie égale pour des gens. Je suis peut-être moins choquée qu'un retraité, il n'y en a pas des masses non plus, mais un retraité qui gagnerait 3 000 € par mois devrait pour moi avoir le même niveau de CSG, ne devrait pas nécessairement bénéficier d'un abattement pour frais professionnels, même si les abattements sont plafonnés, mais tout ça participe de la justice fiscale. Quelle catégorie vous visiez. Et Serge Guérin, est-ce qu'il faut plus généralement changer notre regard sur les retraités, que nous allons tous rejoindre d'ailleurs, certains plus vite que d'autres, sur les seniors dans notre société? Vous avez parfaitement raison, c'est-à-dire qu'on voit toujours la question de la retraite et des retraités comme des privilégiés et des personnes qui seraient une charge inutile. D'ailleurs, même les mots, on parle d'inactifs, comme si les seuls actifs, c'était ceux qui avaient une activité professionnelle. Je connais beaucoup d'inactifs qui sont plus actifs que certains actifs, et surtout qui ont une activité socialement beaucoup plus utile. Toutes les personnes qui sont dans le monde associatif, ils font tenir les associations, et ils produisent en fait les 1 700 000 emplois qu'il y a dans le monde associatif. Toutes les personnes qui sont de façon très informelle, le monsieur du 3e qui va donner un cours de maths au gamin du 7e, mais c'est aussi les aidants. Les aidants, il y a 10 millions d'aidants, dont à peu près un tiers sont des personnes âgées. Si on les payait, ces personnes-là, c'est autour de 90 milliards d'euros qu'il faudrait sortir. Je prends aussi les 32% de maires de nos communes, en particulier les petites communes, les communes rurales, qui sont là aussi des retraités. C'est des sortes de fonctionnaires gratuits qui travaillent, je dirais, presque 24 heures sur 24. Donc attention, toute une partie des retraités contribue très directement à faire tenir le tissu social français. Voilà, c'est un discours qu'on entend un peu moins, c'est important de le rappeler. On l'oublie, et d'ailleurs c'est très intéressant, c'est que de plus en plus, l'activité, le rôle, l'utilité sociale est complètement déconnectée du revenu. Parce qu'une personne retraitée qui aide un autre, il n'a pas une meilleure retraite. Il a exactement la même. Donc on voit bien qu'on est en train d'inventer une sorte de revenu universel d'activité qui n'est pas lié au salaire. Madame, on arrive malheureusement, ça passe très vite quand c'est intéressant, c'est ainsi à la fin de ce débat. Je voudrais que vous me résumiez en un mot. C'est compliqué Henri Sterdyniak, mais en un mot, quelle réforme il faut? Ambitieuse, courageuse, solidaire, juste. Juste, la réforme juste, courageuse, c'est de dire aux jeunes, ne vous inquiétez pas, vous aurez une retraite. Vous aurez une retraite plus tard que vos parents, c'est normal, vous vivrez plus longtemps en meilleure santé. Vous aurez un niveau de retraite satisfaisant, peut-être un peu plus bas que le niveau actuel, parce qu'il faut savoir quand même que c'est en France que les retraites sont le plus généreuses du monde. Mais vous aurez une retraite et il faut absolument rester solidaire et ne pas détruire notre système. Merci de m'avoir dit en un mot. Merci beaucoup d'avoir été nos invités ce soir pour ce débat. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité plus généralement. Tout de suite, c'est l'émission Politique Preuve par 3. Et puisque nous sommes aujourd'hui le 18 juin 2013, soit 73 ans après le 18 juin 1940, eh bien on va se quitter avec l'appel du général de Gaulle. C'était sur les ondes de la BBC. Belle soirée, à demain, avec plaisir. On connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi.
il résulte de ces conditions que les forces françaises de terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisées, que nos armes seraient livrées François Rebsamen, le président du groupe socialiste au Sénat, est l'invité de Preuve par 3. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Le climat politique se couvre pour la gauche avec pour la deuxième fois un candidat PS éliminé par le Front National lors d'une législative partielle. La tromperie Cahuzac n'explique pas tout. Certains parlementaires PS réclament d'ailleurs des messages moins anxiogènes de la part du gouvernement. Vous nous direz quel est votre avis sur le sujet. François Rebsamen avec nous ce soir, Jean-Louis Prévost de notre partenaire, l'agence France Presse, et puis bien sûr Perrine Tarnaud de Public Sénat, émission proposée également en association avec Dailymotion. Le PS a donc perdu ses électeurs à Villeneuve-sur-Lot. Est-ce que vous savez où ils sont passés? Pour beaucoup dans l'abstention. Beaucoup sont découragés par l'impact de l'affaire Cahuzac, par le mensonge de Jérôme Cahuzac. Et donc, beaucoup sont restés chez eux. Ils sont aussi impatients, déçus. Sur fond de difficultés économiques, mais il faudrait vérifier cela dans d'autres circonstances que dans cette affaire, parce que l'impact du mensonge de Jérôme Cahuzac sur cette circonscription est certain, en tous les cas, pour les électeurs socialistes. Mais il n'explique pas tout. Non, je ne simplifie pas, ça n'explique pas tout, bien sûr. Vous savez, quand on est au pouvoir, il y a des moments difficiles, on mène une politique aujourd'hui juste, mais les gens sont inquiets, impatients, et il y a une plus forte abstention d'une partie de l'électorat de gauche. C'est vrai. Et vous ne parlez pas d'un vote sanction, néanmoins. Non, je ne pense pas. Je suis très inquiet de la poussée du Front National parce que l'UMP recule, le PS recule beaucoup. Les autres partis n'en profitent pas du tout de ce recul, et seul le FN progresse en voix. Et donc, il y a peut-être une situation particulière, mais quand ça fait la deuxième fois que ça se reproduit, moi je pense qu'on doit analyser ça sérieusement et y répondre. Et pour y répondre, je crois qu'il y a beaucoup d'éléments. J'ai fait un débat un forum, un colloque sur la droitisation de la société française, et donc je pense que nous devons apporter des éléments de nature à rassurer l'électorat de gauche. Mais justement, lors de ce colloque organisé au Sénat avec la Fondation Jean Jaurès, vous aviez dit redouter une déflagration politique aux municipales et aux européennes. Eh bien, elle se profile bel et bien, cette déflagration? Non, ce que j'ai dit, c'est que quand il y avait des défaites idéologiques, ça entraînait des défaites électorales. Et donc là, il y a une circonstance un peu particulière, donc ça mérite d'être analysé plus profondément, plus justement, mais c'est clair qu'il faut faire attention à cette montée d'une forme de populisme qui existe aujourd'hui et qui est portée par le Front National. Je pense que l'UMP ferait bien d'y réfléchir aussi, à deux fois, sauf à se faire manger de l'intérieur. Parce que la jonction idéologique a été faite en 2010 avec la campagne, les propos de Nicolas Sarkozy. Et cela a continué avec ce qu'on appelle la droite populaire, ou la droite forte, je ne sais plus comment elle s'appelle. En tous les cas, les propos de M. Pelletier font la jonction idéologique avec le Front National. Ça profite au Front National avant de profiter à l'UMP. Mais est-ce que le Front républicain, d'ailleurs, auquel le PS a appelé sans hésiter, ne risque pas de renforcer Marine Le Pen dans ses critiques de ce qu'elle appelle l'UMPS? Parce qu'elle, elle ne fait pas la différence. C'est vrai qu'il faut expliquer pourquoi nous devons faire barrage au Front National dans cette élection. Il est vrai que, en raison, c'est ce que je disais, de la jonction idéologique qui a été faite, il y a beaucoup d'électeurs de gauche qui aujourd'hui ne veulent pas voter UMP au deuxième tour. Et donc il y a là un danger. Et moi j'appelle fortement à tout faire pour que le Front National ne gagne pas cette circonscription. Alors vous parlez de jonction idéologique entre la droite et l'extrême droite, François Rebsamen, mais quand on écoute Marine Le Pen, eh bien, elle fustige la politique libérale. Elle critique l'austérité imposée par Bruxelles, et c'est ce que dit aussi la gauche du PS.
Oui, il y a sur certains points, et dans le recentrage de Marine Le Pen, qui, on le voit, a laissé, ce qui l'arrange d'ailleurs bien, de la marge à des groupes d'extrême droite qui se réclament ouvertement du nazisme pour certains, eh bien, on a laissé cela et Marine Le Pen parle de l'Europe et des difficultés de l'Europe. Donc il faut que ceux qui considèrent que la politique, comme François Hollande aujourd'hui, menée en Europe n'est pas satisfaisante, qu'il faut retrouver les voies de la croissance, doivent se faire entendre. Oui, oui, bien sûr, mais l'Europe n'est pas la seule responsable. Oui. C'est pas l'Europe en tant que telle. C'est les politiques ultralibérales et c'est surtout cette politique d'austérité qui est menée par l'Union européenne et par certains commissaires européens. On vient encore de le voir à propos de l'exception culturelle. C'est pas la politique que suit la France? Mais la France, elle suit sa propre politique. Simplement, elle sait qu'il faut... Dans le cadre du pacte de stabilité auquel s'est rallié François Hollande. Et ça aussi, on le reproche beaucoup à la gauche du PS. Oui, mais il a mis un volet croissance, vous le savez, de 120 milliards d'euros, qui sont d'ailleurs pas tous mobilisés au jour d'aujourd'hui. Et donc, moi, j'espère que dans le prochain sommet européen, la voix que porte François Hollande, mais qui n'est pas seul, sur la croissance, va commencer à se faire entendre. Il n'y a pas de fatalité au déclin du vieux continent. À propos de l'Europe, est-ce que vous estimez que la France est mal payée de retour? Vous avez fait une allusion à l'instant au propos de José Manuel Barroso, qui a déclaré que la France était réactionnaire en défendant l'exception culturelle. Mais on s'aperçoit, après coup, même s'il y a eu une explication des gravures au G8 entre François Hollande et le président des commissions européennes, que cette commission de Bruxelles reste quand même sur la ligne Barroso. C'est-à-dire que tout reste assez ouvert dans les négociations avec les États-Unis. Hein? Non, j'aurais dit clairement. L'accord européen ne vaut pas mandat pour la Commission. Pour les chefs d'État, et ça sera confirmé, pour les chefs d'État, l'accord européen vaut mandat et M. Barroso doit se plier strictement au mandat qui lui est confié. Quant aux propos que tient M. Barroso, ils sont inacceptables pour notre pays. Il a visé plus généralement les artistes, etc. L'exception culturelle française, mais même l'exception culturelle européenne aujourd'hui, puisque ça s'est étendu, c'est quelque chose que nous défendrons bec et ongles. Très bien. Et vous estimez qu'il est sorti de son rôle, qu'il s'est déconsidéré? Bien sûr, je pense qu'il est sorti de son rôle, de sa place. Il doit respecter le mandat qui lui a été confié. Est-ce que ça vous amène à être plus sévère encore aujourd'hui pour, je ne sais pas, qualifier son bilan des 10 ans? Oui, mais M. Barroso est un libéral bon teint il mène une politique libérale. Il ne conçoit pas que la croissance, ou pas assez, que la croissance est nécessaire pour redonner des marges au pays. Et en enfonçant certains pays dans l'austérité qui s'ajoute à l'austérité, on a certaines situations dramatiques et on ne leur sort pas la tête de l'eau. Chacun doit faire des efforts, qu'on soit clair. Il y a des efforts à faire pour réduire les déficits budgétaires, pour assainir ses propres finances, voire quand c'est la Grèce, pour mettre en place un dispositif cohérent au niveau de l'échelle européenne, de l'Union européenne, sur les impôts et les impositions, avoir un cadastre, etc. Mais par ailleurs, si en plus l'Union européenne, en tous les cas la Commission, leur enfonce la tête sous l'eau, ils s'en sortiront pas. Et c'est tout le monde qui sera embêté. Alors vous défendez la politique du gouvernement, vous dites qu'elle est juste, mais on va y revenir dans un instant avec notre ami Jean-Louis Prévost de l'agence France-Presse. Vous connaissez, vous, au Sénat, François Rebsamen, l'étroitesse des majorités. Est-ce que votre homologue à l'Assemblée nationale, M. Leroux, pourrait connaître la même expérience d'ici la fin du quinquennat, avec peut-être la perte de la majorité absolue pour les socialistes? Vous l'avez rappelé, hein, il y a eu quand même une série de défaites, 8 en fait, depuis un an, aux élections législatives partielles. Et on le sait, une majorité fragile, ce sont des alliés plus exigeants, plus turbulents. Vous en avez l'expérience ici. C'est vrai, c'est pour ça que j'appelle, mais par-delà le problème du groupe socialiste qui ne se pose pas encore pour le moment, mais qui peut se poser de toute façon à l'unité. J'appelle au rassemblement autour du môle que constituent les parlementaires socialistes, autour du Parti socialiste. Nous devons reconstituer ce rassemblement des forces de gauche, des radicaux qui sont proches de nous, d'abord, comme nous l'avons fait d'ailleurs au Sénat, des écologistes et des communistes s'ils le souhaitent. Nous devons tout le monde doit prendre conscience de la réalité à laquelle est confronté ce gouvernement et notre pays aujourd'hui, une grande difficulté avec une poussée du populisme, voire de la démagogie. Et donc, je pense que c'est par le rassemblement, par l'unité de la gauche qu'on avancera. Oui. Vous appelez quoi? Vos amis écologistes qui, eux, sont au gouvernement à un sursaut?
unitaire. J'appelle les socialistes, le Parti socialiste à entamer des discussions sérieuses de fond pour que ce rassemblement puisse s'opérer en vue des élections municipales, par exemple. D'accord, mais qu'est-ce que vous attendez des écologistes? Parce que c'est eux qui sont remuants. Jean-Vincent Placé, par exemple, votre homologue au Sénat, qui préside le groupe des écologistes, il réclame un changement de cap. Il estime qu'à propos de vos commentaires, enfin, les commentaires du PS sur l'élection de Lot-et-Garonne, il estime que vous avez perdu les pédales. Je le cite, leur incapacité à analyser la situation est un aveu de faiblesse et la preuve de leur désarroi. Alors dites-moi, voilà ce que dit votre allié. Oui, mais vous connaissez Jean-Vincent Placé, vous connaissez ses formules. Je pourrais méchamment lui renvoyer, je ne le ferai pas, le résultat du candidat écologiste. 2,4%. Donc c'est un problème politique qui nous est posé aux écologistes, aux socialistes aujourd'hui. Nous devons retrouver les voies du rassemblement, reprendre le dialogue et avancer ensemble. Oui. Est-ce que vous faites... Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, hollandais comme vous, François Rebsamen, était à votre place il y a 15 jours. Il a dit qu'il faisait un sort particulier à Jean-Vincent Placé. Non, c'est votre cas? Non, je le vois. Pour le traiter à part? Ah non, je le vois régulièrement, je discute avec lui, j'ai des relations convenables, correctes, voire amicales avec lui. Mais là, c'est de la politique dont il s'agit. On a parlé du groupe Cahuzac. Est-ce que le climat des affaires, parce qu'on pourrait citer également Tapie, Bettencourt, Guéant et ses enveloppes du ministère de l'Intérieur, est-ce que ce climat est nocif à la droite comme à la gauche? De toute façon, faisons le distinguo. L'affaire Cahuzac, elle a été nocive d'abord au Parti socialiste, parce qu'il était membre du Parti socialiste. Ensuite, c'est nocif de toute façon à l'image des politiques en général. Et puis, ce qu'on appelle l'affaire Tapie, prenons l'affaire Tapie. Oui, vous allez dire Tapie-Sarkozy. Non, j'allais dire Guéant, parce que vous avez cité... Guéant aussi, oui. J'allais citer Guéant, l'affaire Tapie, Guéant, Richard, enfin tous ceux qui sont... Laissons la justice agir. Moi, je le dis pour les élus quand ça leur arrive, je crois à la présomption d'innocence. Donc je la respecte. On verra bien. S'il était prouvé qu'il y a eu une machination pour verser de l'argent à Tapie, ce serait une autre histoire. On serait dans un scandale d'État. Pour le moment, laissons la justice agir et on verra bien. On laisse la justice agir, mais Jean-Pierre Raffarin dit... Vous avez remarqué qu'elle agit en toute indépendance. En toute indépendance. Donc elle va suivre son chemin et elle nous dira. Oui, mais à cela, Jean-Pierre Raffarin dénonce une orchestration politique. Il parle d'une justice au spectacle qui n'aurait en fait qu'un seul but, bloquer le retour de Nicolas Sarkozy, qui rêve d'être un recours demain. C'est quelqu'un que j'apprécie plutôt, en général. Jean-Pierre Raffarin, je pense qu'en général, il a une parole plutôt sensée. Raisonnable, humaniste de droite, voilà, une droite humaniste comme il dit, donc j'ai du respect pour lui, mais là je pense qu'il dérape. Jamais la justice n'a été aussi indépendante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans la même situation qu'avec la droite. Nous ne donnons pas d'ordre dans les affaires particulières, nous ne nommons pas les procureurs, et donc laissons faire la justice. Est-ce que vous pensez, comme Fleur Pellerin, qu'un système s'est mis en place durant les années du sarkozysme ? Un système, ce qu'il y avait du temps de Nicolas Sarkozy, c'est une hyper-concentration du pouvoir, de tous les moyens. Une hyper-information du président. Donc beaucoup de choses lui remontaient. Ça, c'est pas moi qui le dis. Et puis, il avait aussi ses affidés, des personnes qui le suivaient un peu aveuglément. Je pense à la lettre que Mme Lagarde a pu lui envoyer, que je trouve particulièrement inquiétante. Vous avez lu cette lettre de Christine Lagarde, effectivement, qui déclare sa flamme et sa dévotion au chef de l'État. Au guide. C'est des propos que j'imagine mal tenir au Parti Socialiste. Le guide, je laisse ça à d'autres. Non, peut-être que ça ferait plaisir à François Hollande de recevoir ce genre de courrier de certains de ses ministres. Non, je crois pas. C'est pas du tout le genre. Non, c'est pas du tout le genre. Non, ça le ferait rire, peut-être. Non, je pense que ça l'attristerait. Allez, on va maintenant parler de la marche de l'exécutif, de la ligne politique que vous allez défendre, même si les réformes et les messages sont anxiogènes, selon certains parlementaires socialistes, avec donc Jean-Louis Prévost de l'agence France-Presse qui nous rejoint juste après ce reportage de Mounir Soussi. François Hollande, comme Jean-Marc Ayrault, vous l'avez vu, semble avoir enrayé leur chute dans les sondages. Attention, un petit rebond, pas encore l'espoir que le plus dur est passé. Plus 1% dans la dernière enquête LH2 Le Nouvel Obs, idem dans le baromètre BVA Le Parisien.
Depuis 3 semaines, François Hollande enraye sa chute dans les sondages, une embellie principalement due à une meilleure visibilité de sa ligne politique. Les Français ont le sentiment que François Hollande est plus clair dans ce qu'il veut faire, et plus volontaire aussi, et en même temps qu'il est plus présent. Le président de la République a multiplié avec plus ou moins de succès les prises de parole et les interventions en direct. Conférences de presse, émissions ou réactions à chaud, François Hollande s'expose. À Matignon, le Premier ministre bénéficie aussi de ce frémissement, en partie grâce à la diminution des couacs au sein de son équipe. Et les dernières annonces, les dernières réformes, les derniers engagements de François Hollande ont souvent été annoncés à travers lui. Et on voit bien que Matignon, dans l'élaboration de la politique, a repris du poids. Les unes offensives de la presse qui ont rythmé la première année de mandat sont de moins en moins d'actualité, peut-être la fin d'un cycle, mais pour l'opposition, fin de la chute ne veut pas forcément dire remontée. Quand on est à -2 et qu'on passe à -1, c'est pas un rebond. Il est sous l'eau avec un tuba simplement. Alors le tuba marche quelques semaines ou quelques jours, mais ça va tellement mal. Et les résultats aux élections le prouvent. 8 élections d'affilée, 8 perdues, dont 4 sans la présence du PS au deuxième tour. Avec 32% d'opinion favorable en moyenne, François Hollande repart de très bas. Mais son flegme, qui hérite aujourd'hui ses adversaires, pourrait payer à long terme. C'est l'avis optimiste de cet observateur. Il a une attitude par rapport à sa propre impopularité, par rapport aux mauvais sondages, par rapport aux mauvais papiers, qui est une attitude extraordinairement zen. On a le sentiment que qu'il en a conscience, qu'il ne l'occulte pas, mais que ça ne l'atteint pas tellement. Ce qui le touche directement, c'est les mauvais indicateurs économiques. Tant que la courbe du chômage ne s'inversera pas, celle de sa popularité restera dans les profondeurs. Voilà, François Rebsamen, Jean-Louis Prévost de l'agence France Presse est avec nous. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Vos questions au président du groupe socialiste au Sénat. Donc cette timide embellie dans les codes de popularité à la fois de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault, pour vous, qu'est-ce qu'il se...